Trouver un bout de lune, c'était mon rêve. En 1982, lorsque la première météorite lunaire est découverte, les scientifiques ignorent à quel point cela va servir la théorie des tempêtes d'astéroïdes de Wasserburg. Peu comprennent comment un morceau de lune peut finir sur Terre. Au centre de recherche Ames de la NASA, le professeur Schultz prépare une expérience pour montrer comment la tempête d'astéroïdes décrite par Wasserburg a pu envoyer des fragments de lune sur Terre. Nous avons déjà vu comment un projectile minuscule peut créer un immense cratère dans du sable. Que se passe-t-il lorsqu'on tire sur une cible solide? L'impact est-il assez puissant pour briser un bout de roche et l'envoyer dans l'espace? Une dalle de grès, simulant la surface lunaire, va être soumise à un tel impact. C'est le processus de formation qui nous intéresse. Si nous arrachons un bout de lune à très grande vitesse, pouvons-nous l'envoyer dans l'espace, voire sur Terre? Voici l'impact au ralenti. Le grès explose en fragments qui partent en tous sens à plus d'1 km 600 par seconde. Assez rapide pour échapper à la gravité de la Lune. Impeccable. Le projectile d'environ 6 mm a percuté le bloc de pierre en faisant voler des éclats. Sur la Lune, certains de ces éclats ont pu atteindre la vitesse de libération et ainsi être envoyés sur Terre. Le processus est maintenant connu. La quarantaine de météorites lunaires trouvées sur Terre ont dû être éjectées par une série d'impacts d'astéroïdes sur notre satellite. Mais quand? Il s'agit de dater les fragments provenant des 4 coins de la Lune. S'ils sont aussi vieux que les échantillons rapportés par Apollo, ce sera la preuve qu'il y a 3,9 milliards d'années, toute la surface de la Lune a été bombardée au même moment. En l'an 2000, nous avions assez d'échantillons pour confirmer la théorie du cataclysme lunaire. Voir sa théorie validée d'une façon ou d'une autre, c'est très gratifiant. Surtout quand un tas de gens disent que c'est de la foutaise. Ça me plaît beaucoup. Les scientifiques ont enfin la preuve qu'il y a 3,9 milliards d'années, notre Lune a été ravagée par une énorme tempête de milliers d'astéroïdes, dont certains avaient la taille d'une planète. À présent, il faut comprendre ce qui a provoqué ce cataclysme. L'enquête mène les chercheurs au cœur de notre système solaire, dans la ceinture d'astéroïdes, le seul endroit où les objets cosmiques sont assez gros pour concorder avec un tel bombardement. Cet amas de roches, apparemment inoffensif, mérite d'être étudié de plus près. Il semble être l'objet d'un phénomène étrange appelé la résonance, aux effets assez puissants pour entraîner d'énormes blocs sur une trajectoire de collision avec notre planète. C'est sans doute ce phénomène qui explique pourquoi cette tempête cosmique s'est formée et dans quel cas elle pourrait se reproduire ou non. La résonance est un phénomène universel. C'est une fréquence naturelle de vibration déterminée par la taille et la forme de chaque objet. Lorsqu'un objet est soumis à une vibration, celle-ci va lui imprimer un mouvement à un instant spécifique. Prenons une table sismique sur laquelle on fixe 2 balles identiques sur 2 tiges métalliques de longueur différente. Chacune a sa résonance propre. On change la vitesse de vibration, l'une des tiges atteint sa fréquence de résonance et oscille à tout va. De nouveau, on change la vitesse de vibration et les rôles s'inversent. L'oscillation est provoquée par la libération d'énergie
qui survient lorsqu'une des tiges atteint sa fréquence de résonance. Comprendre ce phénomène à l'échelle cosmique de la ceinture d'astéroïdes implique malgré tout de savants calculs. Le génie des mathématiques, en l'occurrence, c'est Renu Malhotra, professeur en dynamique du système solaire de l'Université de l'Arizona. La question est, comment les astéroïdes quittent-ils la ceinture principale pour venir dans l'espace planétaire? Le professeur Malhotra a calculé l'influence que Jupiter, la plus grosse planète de notre système, exerce sur les astéroïdes. La gravité de Jupiter entraîne une résonance à certains endroits de la ceinture d'astéroïdes. Elle les pousse dans des orbites elliptiques qui croisent la route d'autres planètes. Lorsque l'une de ces orbites de résonance est atteinte, la force gravitationnelle exercée par l'énorme Jupiter sur les astéroïdes leur permet de changer de trajectoire. Tous ceux qui ont déjà poussé un enfant sur une balançoire peuvent comprendre ce concept un peu obscur. Si vous poussez l'enfant très haut, son balancement de retour sera lui aussi très haut. Si vous poussez avec une force croissante, la balançoire finira par monter si haut qu'elle dépassera le portique. À l'échelle planétaire, la résonance est si puissante qu'au fil des millions d'années, elle peut amener des milliers d'astéroïdes de la taille de planètes à quitter leur orbite et, dans certains cas, à foncer vers la Terre. À chaque fois que l'un de ces astéroïdes se rapproche d'elle, Jupiter l'attire un petit peu. Au passage suivant, ça recommence, jusqu'à ce que l'astéroïde quitte son orbite circulaire entre Mars et Jupiter et dévie pour devenir un objet géocroiseur proche de la Terre. Après environ 500 millions d'années de ce jeu d'attraction avec Jupiter, quantité d'astéroïdes ont acquis une orbite très elliptique. Tout est prêt pour une collision catastrophique avec la Terre. Steve Mogis est géologue et astrobiologiste à l'Université du Colorado à Boulder. Il recherche les plus vieilles roches terrestres afin de trouver des traces du bombardement d'astéroïdes et de découvrir si la vie existait déjà il y a 3,9 milliards d'années.